La route, d'abord. Et puis après, il faut s'organiser, il faut savoir qui aller voir, il faut trouver la potière. Des fois, elle est à gauche, à droite. Donc voilà, il faut un peu s'organiser en fonction des rencontres. Et puis là, cette année, c'était assez simple parce que finalement, moi, j'étais là juste pour quelques interviews pour compléter le travail de l'année passée. Donc déjà, elle me connaissait déjà, il n'y a pas toute ce temps de présentation et d'explication. Elle savait pourquoi j'étais là. Et puis rapidement, en fait, on enchaîne les questions. C'est vrai que moi, j'étais plus à l'aise là avec des personnes que je connais déjà que, par exemple, hier, quand vraiment tu arrives, tu connais ni d'Ève ni d'Adam, puis tu commences à demander tu sais, le nom de ses parents, enfin quelque chose de très intrusif, où là, c'est jamais très évident. L'an dernier, étant donné que Jessie, Claire avaient déjà fait un gros travail, c'est vrai que j'avais été introduite tout doucement. Et puis finalement, les rapports sont plus évidents quand c'est moins frontal. Je pense que ça demande du temps. Et en même temps, pas que, parce que souvent, tu sais, quand tu arrives et puis que tu portes vraiment de l'intérêt à ce qu'elles sont en train de faire et bah, tout de suite, il y a une relation de confiance, je pense, qui s'instaure, même si après, dans le détail, c'est toujours très compliqué parce que quand tu rentres dans tout ce qui est question de clan, d'appartenance ethnique, tout ça. Ça, c'est... ouais, on a plusieurs exemples, tu vois, où on n'a jamais les mêmes histoires. Mais c'est vrai que ça demande du temps dans le sens où finalement, c'est après t'avoir vu quelques jours ou sur plusieurs années. Je pense qu'elles peuvent se livrer un peu plus sur, par exemple, des enfances un peu difficiles Moi, j'ai commencé, j'étais venue 3 jours. J'avais eu la chance, j'étais en stage au CFE et j'avais eu la chance de venir 3 jours avec Jessie et Claire quand elles faisaient vraiment leurs premières études. C'était peut-être la deuxième année qu'elles venaient. Et puis, il y a la dernière mission. J'ai participé à la dernière mission au moment où le programme de recherche de Jessie et Claire a commencé de collaborer avec une ANR pour laquelle j'étais embauchée, avec l'ANR d'Yves-Séram. Donc elles étaient en charge de tous les questionnaires sur la diffusion et le contexte potier. Et moi, j'ai fait les questionnaires sur l'apprentissage et des expérimentations. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Qu'est-ce que je faisais en Éthiopie? Je faisais un master recherche à l'époque. Donc la première fois que je les ai vraiment rencontrés et la première fois que je suis partie sur le terrain, c'est vrai que ça a été 3 jours super parce que j'avais jamais vu monter une céramique. Et puis tu sais, tu te retrouves au fin fond dans les villages et tout. Et c'est assez magique en fait de voir comment ça peut être fait si rapidement et durer si longtemps. Et j'étais en stage de master professionnel archéo. J'avais fouillé à la Libella, j'avais fait le travail post-fouille. Et puis tu vois, j'étais à Addis Abeba pendant 3-4 mois. Qu'est-ce qui a pu m'apporter ma formation d'histoire de l'art? Non, dans ce travail-là, non, parce que tu te retrouves en fait confronté à justement tout ce que tu connais pas. Enfin, tu vois, une autre manière de penser, une autre manière de discuter. Tu vois, dans les interviews, il faut, une fois que la question est comprise, il faut insister, puis des fois reposer la même question, mais d'une autre manière. Donc ça, cette capacité d'adaptation, je suis pas sûre que la formation d'histoire de l'art, mais qu'est-ce que ça a pu m'apporter? L'observation, oui. L'observation. Du visage? Ouais, la capacité d'observer le détail, de se poser des questions sur le sens de chaque geste et de chaque motif. Ouais, c'est sûrement ça que ça m'a apporté. J'ai eu un tel coup de cœur pour l'histoire et la richesse de la culture matérielle. Je faisais des études en histoire de l'art pour la richesse de la culture matérielle
éthiopienne, que j'ai commencé à travailler dans les musées, sur les collections, sur les objets, et puis sur un peu les diversités de population et de culture. Et à la suite de mon master en histoire de l'art, fallait que je connaisse le terrain, tu vois. On m'a franchement conseillé de ne pas me lancer dans une thèse sans être allée sur le terrain. Je pense que la personne qui me suivait à l'époque savait très bien que j'avais sans doute cette capacité à travailler sur le terrain, ce qui n'est pas forcément évident, mais en tout cas, il fallait que je le teste avant de vraiment me lancer. Donc je me suis réinscrite, j'avais le choix entre anthropo et archéo, c'était plus facile de s'inscrire en archéo, je me suis inscrite en archéo. Mais seulement ça ne s'invente pas l'archéologie. Alors après, j'avais déjà repéré des sujets sur les mégalithes, des choses à approfondir qui me paraissaient intéressantes. Donc ça a été un peu ma porte d'entrée pour venir ici, découvrir le mégalithisme, dans le sud particulièrement. Et puis après, j'ai vu que ça ne s'inventait pas l'archéologie, donc j'ai fait un master pro pour pouvoir avoir une idée de ce que sont des fouilles, et puis pour pouvoir maîtriser quelques outils. J'ai passé un peu de temps à Addis Abeba, et puis ensuite je suis allée au South Omo Research Center à Jinka, qui est une toute petite ville dans le sud-ouest de l'Éthiopie, là au port de la vallée de l'Omo. Pas très loin du Kenya, pas très loin du Soudan. La vallée de l'Omo, c'est connu pour la richesse de ses populations, qu'on dit vivant encore comme à l'aube de l'humanité, ce qui est complètement ridicule. Mais bon, c'est vrai que ça reste encore très tradit, c'est encore des pasteurs qui vivent de leur activité pastorale et dont la culture... le bétail reste le cœur de leur culture, mais c'est en train de changer. De toute façon, là, depuis quelques années, ça s'est complètement bouleversé pour plusieurs raisons. Et donc, à Jinka, j'étais là-bas pour faire un petit catalogue, pour refaire l'inventaire du musée, puis faire un catalogue. Et en fait, j'avais envie de documenter à partir de quelle essence de bois et quelles plantes étaient utilisées pour tout ce qui est récipients, vannerie, etc. Et puis petit à petit, j'ai rencontré des gens dans le petit bled, vu que c'est pas, on croise toujours les mêmes têtes. Et puis, il faut vraiment que je déroule toute l'histoire. Non, mais sans... Et du coup, par le biais d'autres amis, j'ai effectivement rencontré mon compagnon qui lui travaillait à l'hôpital et qui est souvent à gauche à droite et qui m'avait dit si tu veux venir faire un tour dans un village, faire quelques interviews, tu peux m'accompagner le jour où je vais visiter des labos. Enfin, il fait différents trucs. Donc voilà, on a commencé à se rencontrer comme ça, à discuter, à boire des bières en rentrant, à aller visiter d'autres coins et puis voilà. Alors là, c'est tout ce qui est processus d'apprentissage. Alors, pour vraiment documenter l'apprentissage, il faudrait rester 5 ans dans une communauté. Tu vois, par exemple, chez Walaita, il faudrait rester 5 ans, attendre ou rencontrer une communauté où il y a des jeunes de 10-12 ans qui commencent vraiment. Et bon, c'est un gros travail ethno, c'est une thèse quasi. Il y a une japonaise qui a fait ça chez les Hari, où elle est vraiment restée... je crois 3-4 ans, où elle a elle-même appris la poterie et puis où elle vivait dans le village en observant un peu comment se passait l'apprentissage des plus jeunes. C'est un gros travail. Donc là, le but des questionnaires, c'était d'essayer d'aller à l'essentiel pour documenter le processus d'apprentissage, un peu les durées, et puis voir les différentes étapes. Alors c'est Blandine Bril qui travaille à l'EHESS et donc qui est spécialiste son labo s'appelle GRAC, Groupe de recherche apprentissage et contexte. Elle est psychologue et elle travaille aussi beaucoup sur le geste et sur l'habileté technique. Donc c'est elle avec Valentine Roux, responsable de l'ANR, qui ont conçu les questionnaires.
Ah bah après, tu l'adaptes en fonction de chacun. C'est vrai que l'an dernier, c'était plus évident parce que bah, tu sais, tu as une vraie trame et puis finalement, vu que tout est nouveau, tu poses les questions au fur et à mesure. Ça s'enchaîne assez bien cette année. Il me manquait des morceaux comme ça. Il me manquait des points importants. J'avais une vague idée, mais c'est toujours mieux d'avoir une réponse qui vienne des personnes elles-mêmes. Donc c'était pas évident parce que avec les questions, tu vois, à l'essentiel, j'allais directement au point que je voulais redocumenter. Et donc là, tu te rends compte que en fait, elle t'avait donné un ordre d'apprentissage. Finalement, c'est plus exactement le même, ça varie un peu. Et puis d'aller directement au point, tu vois, c'est moins évident parce que ça s'enchaîne moins, puis tu passes un peu du coq à l'âne. Donc c'était moins évident que la première fois, mais sinon, ouais, le questionnaire, tu l'adaptes un peu en fonction des réponses et en fonction aussi un peu du caractère des unes et des autres, parce que tu en as qui sont un peu plus dynamiques, d'autres qui sont un peu plus calmes et avec lesquelles tu peux... Souvent, celles qui sont un peu plus nerveuses, c'est moins évident de discuter avec, parce qu'elles sont à gauche, à droite, et donc là, faut vraiment... aller à l'essentiel pour avoir l'info que tu cherches. Moi, j'ai mes questionnaires en anglais quand même. J'ai pas les questionnaires en français que je traduis, mais c'est vrai que la plupart du temps, je pense en... c'est essentiel de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. C'est pas toujours évident. Là, c'est vrai que l'an dernier, j'avais commencé avec une personne qui était très nerveuse aussi. Et qui ne laissait pas forcément le temps aux potières de répondre. Donc c'est pareil, il faut réussir à ajuster. Puis il y a forcément... c'est pas une perte de sens, parce que de toute manière, le sens, il est là. C'est une perte de précision dans le terme. Mais je crois que... même quand on discute entre nous en français, tu vois, là, avec le stress d'être filmé par une caméra, y a forcément, ton cerveau ne fonctionne pas de la même manière, donc tu ne vas pas choisir le mot. Je pense qu'il y a une telle variabilité dans nos manières de communiquer que le sens est là, tu vois, le fond, parce que finalement le rapport, il est fait, puis je pense qu'il n'est pas trop éloigné de la réalité. Mais c'est vrai que dans la précision du terme, mais c'est le jeu. Hein. Ce qui n'est jamais très évident, déjà, c'est de repérer de suite les contradictions pour pouvoir reposer les questions. C'est souvent, en fait, à la fin de la journée, en lisant ces notes, qu'on dit mais non, mais là, pourquoi elle me dit ça alors qu'elle m'avait dit ça? Ou alors vraiment des détails qui peuvent être intéressants, qui manquent. Et c'est vrai que, par exemple, là, cette année, c'était seulement en une fois, mais l'an dernier, c'était bien parce que j'étais avec elle pendant 2-3 jours. Et du coup, ça permet de revenir sur des points de détail qui manquent ou sur des petites incompréhensions. Ce qui est difficile aussi, c'est d'être sûr qu'on parle de la même chose. Et là, le rôle du traducteur et sa capacité à bien comprendre où on va est vraiment important. Et cette année, Téchomé, il a vraiment assuré. C'est vrai que la première journée, le temps qu'il se fasse aux questions et de savoir exactement, même si on en avait un peu discuté avant, savoir exactement le pourquoi du comment, on passe 1 ou 2 heures d'interview. Donc après cette première journée, il savait exactement et il arrivait de manière assez diplomatique, parce que c'est ça aussi. Des fois, les questions sont un peu compliquées parce que nous, on tire les choses un peu par les cheveux pour avoir des points de détail qui peuvent avoir leur importance. Mais ce qui est bien, c'est qu'eux, ils savent comment s'adresser aux personnes. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir l'interface entre des questions un peu délicates, que ce soit autant culturel que vraiment dans la forme, et donc les reposer de manière à ce que ce soit bien compris, ou alors les décortiquer pour que l'information vienne en plusieurs fois.
Et finalement, c'est leur travail aussi, dans le retour, c'est de donner directement l'information et de ne pas retranscrire mot à mot les 2 minutes où ils ont passé, qu'ils sont passés à discuter, tu vois, pour avoir justement ces petites informations. Et puis, bon, après, il y a tout le travail d'analyse derrière, parce qu'entre ce que disent les potières et la réalité des contextes ou des relations entre les uns et les autres, sont aussi à voir avec une vue un peu plus globale. On fait un peu de l'ethnologie brute de décoffrage en arrivant, et puis ceux qui restent un peu plus longtemps sur le terrain, en général, c'est vraiment une famille qui accueille, et puis les services sont rendus de cette manière-là. Enfin, c'est peut-être moins un investissement. Là, bon, on est là 10 jours, on prend du temps aux potières, on leur demande de travailler, c'est normal de rétribuer ça et de le faire plutôt bien. Ouais, bah pour elle c'est bien, c'est un sacré, mais c'est pour ça aussi ça crée parfois des tensions dans la communauté en fonction de qui a eu quoi, et c'est pas toujours évident à gérer. Les prix se négocient aussi. Après tu vois, les différents groupes culturels n'ont pas le même rapport à l'argent, à la manière de le recevoir et de le demander. Ouais. Mais ouais, bah c'est moi, enfin je trouve ça normal. Enfin, on dit toujours que tout travail mérite salaire. Il n'y a pas de raison que tu vois qu'on leur prenne du temps et de l'énergie et tout ça pour. Elles s'en foutent elles de la science. Hein. Et si elles veulent, c'est pouvoir avoir un petit plus, acheter un truc. Enfin, c'est pas énorme non plus ce qu'on donne. Ça leur permet pas, ça va pas leur permettre de. Enfin, leur activité potière et ce qui leur permet de vivre et d'élever les enfants, ce qu'on leur donne, ça va peut-être leur permettre effectivement de repeindre la maison ou tu vois, un petit investissement qu'elles peuvent pas forcément faire à d'autres moments. Qu'est-ce que ça m'a apporté dans la constitution de mon être, de relativiser. De relativiser tout, toujours, tout le temps, d'arrêter de faire des plans sur la comète pour un futur tellement incertain que, ouais, de vivre au jour le jour, et puis de la tolérance et de la patience. Je pense que c'est principalement ce que ça m'a apporté, et puis peut-être bah, l'amour de toute façon, ça je pense que c'est... Et puis... Tolérance et patience, ouais.